Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Mental Waves. Je suis Lily, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel entretien qui vous est offert par Alex Michel et par toute l'équipe de Mental Waves. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un sujet qui peut être sensible, qui nous a tous certainement touchés à un moment ou un autre, la séparation amoureuse. Comment l'éviter ou au contraire, comment se décider, à quel moment partir, comment bien vivre une séparation pour se reconstruire. Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Audrey Rizzarello, psychologue, présidente de l'UFI2P, Union française et internationale des professionnels de psychothérapie, fondatrice du CRESP, le Centre de ressources et d'enseignement supérieur en psychologie. Bienvenue Audrey. Merci beaucoup. C'est un plaisir, je suis ravie. Ben, on va explorer un sujet qui est passionnant. On va parler d'amour, de la façon dont l'amour d'un couple est quelquefois affaibli, mis en danger, voire quand il disparaît. Et avant d'aborder la séparation, je voulais te demander si tu voulais bien nous donner ton point de vue de psychologue sur ce que c'est que l'amour. Oui, c'est une bonne question. Avant de parler de séparation, parlons de choses positives. Alors, l'amour, c'est avant tout à distinguer de l'attachement et de la possession. Ce sont trois concepts qui sont parfois dans la tête des gens un petit peu entremêlés et pourtant qu'il faut vraiment considérer de manière très différente. L'amour, l'attachement, la possession, quand je pense à mon conjoint, est-ce que je suis bien dans le registre de l'amour ou est-ce que c'est plutôt de l'attachement ou de la possession? Concrètement, la possession, c'est l'idée de posséder l'autre. L'autre nous appartient et je n'imagine pas le fait qu'il puisse convoler ailleurs, qu'il puisse avoir un environnement dans lequel je n'appartiendrai pas. Là, nous sommes dans le registre de la possession. Et on verra que ça n'est pas quelque chose qui est positif, c'est quelque chose qui peut être au contraire très destructeur, autant pour l'autre que pour soi-même. L'autre concept, c'est l'attachement. Avec mon conjoint, j'ai une histoire que nous avons construite ensemble. J'ai des souvenirs, j'ai des habitudes, j'ai quelque chose de confortable. Et je suis attachée à tous ces éléments matériels ou immatériels également, mais je suis attachée à cela et j'envisage difficilement la suite sans ces éléments-là qui sont ma zone de confort. Donc là, on est dans de l'attachement. L'amour, c'est un sentiment, bien sûr, mais qui est dicté aussi par une perception. J'aime l'autre, ça sous-entend que je sais qui il est et que je l'accepte tel qu'il est. Aimer l'autre, ça veut dire avoir une pleine conscience de ses qualités, bien sûr, mais aussi de ses défauts et de les accepter dans l'entièreté que cet autre présente, parce que c'est de cette manière-là, eh bien, que je l'admire. Donc ça sous-entend également que dans les discours qu'on peut entendre comme je suis sûre qu'il est capable de changer, ou au-delà des mots, les attitudes qui visent à attendre le changement. Clairement, on n'est pas dans une posture d'amour, on est peut-être plus dans le registre de l'attachement ou de la possession, mais pas de l'amour. L'amour, c'est avant tout avoir en pleine conscience ce qu'est l'autre dans son entièreté, l'accepter et ressentir une forme d'admiration pour ce qu'il est. C'est ça, aimer. C'est beau, c'est beau. Et est-ce qu'on peut à la fois ressentir l'amour, l'attachement et la possession, ou chacun de ces états, il exclut l'autre? Alors, non, il n'exclut pas forcément l'autre, les trois sont souvent liés, mais dans une relation saine, dans ce qui doit être vraiment encouragé pour le bien de tout le monde, c'est l'amour. Donc, c'est-à-dire que c'est ce sentiment qui doit dominer sur les deux autres. Il arrive parfois des relations où finalement l'amour n'est pas présent et on ne voit que de l'attachement ou Mmh. que de la possession.
Mais s'il y a de l'amour, en général, les 2 viennent avec, mais de manière, je dirais, subsidiaire. Oui, et peut-être plus équilibré parce que j'aime l'autre, je veux son bonheur, je l'admire et du coup, bah, je peux entendre que, peut-être qu'à un moment nos chemins se sépareront si c'est le meilleur pour lui et que les souvenirs pourront rester, une sorte d'équilibre quand l'amour est là. C'est ça, tout à D'accord. fait, exactement. Aujourd'hui, on parle d'amour, mais on le sait, presque un mariage sur 2 termine en divorce. On se met en couple plusieurs fois dans sa vie, donc on est nombreux à affronter, à un moment ou à un autre, une séparation. Selon ton expérience de thérapeute, entre autres de couple, quelles sont les raisons principales qui amènent 2 personnes qui se sont certainement aimées à se séparer? Alors tout à l'heure, tu disais que justement, nous allons voir s'il y a des bonnes raisons pour se séparer, des mauvaises raisons pour se séparer. C'est exactement le cas. Mmh. Il y a des bonnes raisons à se séparer et il y a des mauvaises raisons à se séparer. Dans le registre, par exemple de la thérapie de couple ou de la thérapie personnelle, on entend des fois des personnes qui envisagent la séparation parce qu'ils sont en colère contre l'autre. Ils ne se rendent pas forcément compte, hein, que l'idée de la séparation, d'une certaine manière, ça serait pour faire souffrir l'autre, en vue peut-être de créer un électrochoc, un état de surprise qui peut-être l'amènerait à une prise de conscience, à changer certaines choses. Vous voyez que justement l'idée du changement, vient un peu questionner le sentiment d'amour qui est réservé au conjoint. Et donc, si on envisage la séparation dans l'espoir qu'il y ait un changement chez l'autre, c'est une mauvaise décision. Oui, parce qu'au final, ça sous-entend qu'on ne la souhaite pas vraiment cette séparation. Si on espère qu'il change, on espère que la relation, elle continue. Donc Exactement. Et là, en fait, tu arrives au sujet principal qui est le processus de deuil. mmh. Il va falloir faire un deuil. Et là où il y a une bonne raison à se séparer, c'est si je suis prêt à effectuer ce deuil de cette relation, ce deuil de quelque chose qui existait auparavant et qui n'existera plus dorénavant. Et ça, c'est un deuil du coup peut-être de l'attachement ou c'est aussi un deuil de l'amour? Est-ce que quelquefois il faut se séparer même si l'amour est là? Ou est-ce qu'au final on en vient à se séparer forcément parce que l'amour est parti et on reste qu'avec de l'attachement et il faut faire ce travail de deuil de l'attachement pour partir? Alors, il y a, certains facteurs, bien sûr, à prendre en compte pour, se diriger, vers cet objectif, hein, de processus de deuil et donc de séparation. Par rapport à ces facteurs, il va falloir considérer 2 situations. Soit le couple a des enfants, soit il n'en a pas. C'est très important parce que ça vient aussi questionner le couple et la notion de couple. S'il y a des enfants, il va y avoir 2 dimensions dans le couple à prendre en considération, le couple conjugal et le couple parental. Donc le couple conjugal, ce sont les 2 partenaires ensemble avec, l'amour, s'il est là, qu'ils se réservent, réciproquement. Et le couple parental, c'est l'équipe que les 2 partenaires vont faire, dans l'intérêt supérieur de l'enfant et ce qu'ils vont apporter à l'enfant. Mmh. Donc dans les facteurs, alors qu'est-ce qui fait que je prends une bonne décision, si, je souhaite me séparer? Il faut déjà se demander, voilà, est-ce qu'il y a des enfants en jeu ou pas? Est-ce que je vais me poser des questions seulement sur mon couple conjugal ou bien est-ce que je vais me poser des questions sur mon couple conjugal et également sur mon couple parental? Ensuite, s'il y a séparation, il va falloir bien prendre en considération que ce qui vient se séparer, c'est le couple conjugal uniquement. Le couple parental va devoir continuer à exister, donc s'il y a des enfants, hein, si on est dans ce cas de figure, s'il y a des enfants, le couple parental va devoir continuer. Là, il ne se séparera pas, il va continuer à faire équipe, alors que le couple conjugal, lui, va se séparer.
Donc, c'est-à-dire que on va accepter une forme de liberté qui n'était pas là précédemment, une liberté autant pour soi que pour l'autre, sur le sujet de l'amour et des sentiments amoureux. Donc, est-ce que sur le sujet, donc bien sûr, des enfants, je suis suffisamment avancée dans mon cheminement pour continuer à faire équipe, tout en me séparant de mon conjoint et accepter cette forme de liberté pour lui comme pour moi, sur ce plan-là. Au niveau justement donc du couple conjugal, s'il se sépare, comme je le disais tout à l'heure, il va devoir effectuer un travail de deuil. Le travail de deuil, alors vous en avez probablement entendu parler, dans le sens où il comporte des étapes qui ont été décrites en psychologie. Je fais référence à la pionnière Elisabeth Kubler-Ross, psychiatre, qui a décrit 5 étapes dans le processus de deuil. Donc quand on envisage une séparation, on envisage de passer par ces phases. Alors peut-être que, le travail a déjà commencé, mais concrètement, je les rappelle, ces phases. Euh, alors, la première phase, je le dis comme ça, mais ça se passe pas forcément dans cet ordre-là. Souvent, les phases sont entremêlées. Enfin, c'est un petit peu plus compliqué que ce schéma que je vais vous décrire. Mais la première phase, c'est le déni. C'est le fait de ne pas voir les problèmes, de ne pas voir que peut-être la solution se situe dans la séparation, hein. Donc le déni. La phase qui vient ensuite, c'est le marchandage. Mais s'il fait des efforts, ça ira mieux. Si moi je fais des efforts, ça ira mieux. Si j'entreprends de nouvelles choses, ça ira mieux, etc. On essaie de trouver des solutions alternatives qui éviteraient la séparation. La phase suivante, c'est la colère. La colère, c'est de la faute de l'autre si on en est là, parce qu'il n'a pas fait suffisamment d'efforts, parce qu'il ne m'a pas prise en considération, etc. Sachant que cette colère peut être aussi dirigée vers soi-même. Ça s'appelle la culpabilité. Donc, je peux aussi me sentir coupable et je m'en veux de ne pas avoir fait ça, d'avoir réagi comme ça à tel moment, etc. Concrètement, déni, marchandage et colère, ce sont des éléments qui permettent d'éviter la séparation, clairement. C'est ce qu'on appelle en psychologie des mécanismes de défense. On se défend contre quelque chose qui serait douloureux et inacceptable pour le conscient. Ça veut dire que des fois, il y a des gens qui sont dans ces phases-là, qui sont au final inconsciemment déjà en train de se séparer, dans un processus, mais ils ne le savent pas vraiment, ils sont dans ces phases et ils les vivent en étant encore dans le couple, en se disant: «Je veux encore y être». Il y a un peu de déni et il y a de la culpabilité, de la colère, il y a tout ça qui se joue et en fait, on est déjà dans un processus de deuil sans le savoir, sans qu'il y ait rien d'acté. Exactement. Exactement. Et quand finalement ce qui a été mis en place dans ces 3 phases, déni, marchandage et colère, ne fonctionne pas, en général, on bascule sur la phase numéro 4 qui s'appelle la dépression. Et là, les mécanismes de défense ne fonctionnent plus, on lâche prise, on commence à réaliser qu'on va perdre quelque chose d'important pour nous. Et là, on est déprimé, on pleure, on a envie de rien, on n'a plus aucune source de plaisir, on ne voit plus d'avenir joyeux, etc. Ça, c'est la dépression. Bien sûr, il ne faut pas s'arrêter là, puisque la 5e phase, c'est l'acceptation. Eh bien, c'est là où opère la décision de se séparer. On accepte, voilà, que les choses dorénavant seront différentes, que l'on va perdre, certes, des choses auxquelles on tenait, mais aussi on va retrouver ou trouver de nouvelles choses que l'on ignore à ce moment-là, mais on sait qu'elles vont arriver. Donc ça, c'est l'acceptation. Depuis que Bloros, les successeurs ont ajouté 2 phases à ce processus de deuil, une phase en amont et une phase à la fin du processus. Donc en amont, c'est l'état de sidération. Bon, ça, j'en parle pas trop parce que
Peut-être dans le registre amoureux, cette phase est un peu moins fréquente, sauf si vraiment il y a un événement traumatisant, quelque chose qui se passe et qui met la personne en sidération. Donc avant le déni, le marchandage, la colère, la dépression et l'acceptation. Et la phase suivant l'acceptation aujourd'hui porte le nom de résilience. Après que j'ai accepté la séparation, je vais me reconstruire, c'est-à-dire que je vais construire sur ce qui a été détruit. Donc je vais me reconstruire, je vais accepter eh bien que le bonheur frappe à nouveau à ma porte et je vais découvrir de nouvelles choses auxquelles je ne pensais pas précédemment. Donc ça, c'est la phase de reconstruction, c'est la phase de résilience. Et dans les, justement, dans les couples, il y a certains couples, comme tu dis, qui ont commencé ce processus sans s'en rendre compte. On le voit notamment dans des phases de déni, où il y a l'un des deux qui fait comme s'il n'y avait pas de problème et bon, qui va peut-être investir plus, son travail, qui va rentrer tard le soir pour au final éviter les moments à 2. Ça, c'est une forme de déni, ou encore, des phases de colère où, le partenaire est dans la lutte constante, dans le reproche constant, dans quelque chose qui est du registre donc de la répétition et donc de la destruction dans le domaine de la colère, en tout cas. Voilà, donc on voit des couples qui fixent à ces phases-là. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'à l'acceptation et c'est-à-dire la décision de se séparer? Ou est-ce qu'il va y avoir des alternatives qui vont fonctionner? C'est aussi le rôle de la thérapie de couple, hein, Un qui peut petit peu, aussi. ouais, c'est un petit peu ce que j'allais te demander. Il y a sûrement des personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, qui ont été, voilà, attirées par cette question de: «Est-ce que cette séparation, elle est inévitable en amour?» et qui, en t'écoutant, se disent: «Bon, bah, moi, en effet, je peut-être que je suis dans la phase de déni ou mon conjoint, ma compagne, il y a de la colère, mais voilà, tu parles des processus, de l'acceptation de résilience et qui se disent: «Non, non, moi, je ne veux pas en arriver là, je veux sauver mon couple». Qu'est-ce que tu leur réponds? Comment on fait pour, réussir à sortir de ce processus et à reprendre le couple, à lui donner une autre vie? La solution, elle tient en un mot, ça s'appelle communication. Mmh. Une thérapie de couple, clairement, c'est une thérapie de communication où, nous allons, inviter, chacun à, communiquer, c'est-à-dire à exprimer ce qui est important pour lui, tout en considérant ce qui est important pour l'autre également. S'il y a une conjugaison possible entre les 2, il y a peut-être simplement besoin d'un réajustement avec, une mauvaise compréhension réciproque de l'autre et donc avec la communication, on va pouvoir rétablir tout ça. Donc me sentir considérée tout en considérant l'autre, sachant que c'est l'amour qui est le ciment, hein, donc tel qu'il est, j'ai de l'admiration pour lui et donc je tiens à respecter la personne qu'il est et à ce qu'il continue à être la personne qu'il est et on réajuste donc grâce à la communication. Donc oui, bien sûr, il y a des possibilités où la séparation n'est pas forcément l'issue, il y aurait juste besoin d'un réajustement, que l'on effectue grâce à la communication. Bien sûr, mais c'est vrai que pour ça, il faut être 2 et que, quelquefois, il y en a un qui va avoir envie de se battre, hein. On utilise quand même la notion de combat, de mettre cette énergie-là pour sauver le couple et l'autre qui peut y être, fermé et si au bout d'un moment, on a tout donné, on a essayé, on a évoqué, hein, la thérapie de couple, il y a rien qui se passe, l'autre reste peut-être dans le déni. Comment on fait? Ça peut être quoi le déclic? Ce qui peut nous décider à laisser de côté du coup cet attachement qui fait que quelquefois on a du mal à partir d'une relation, les peurs liées aussi peut-être au fait, bah, d'être un couple aussi de parents et comment ça va se passer, ma vie. Comment on fait pour partir, pour prendre cette décision si difficile? Alors les peurs doivent être, anticipées. Il faut qu'on les aborde effectivement parce que les peurs peuvent être des formes d'élastique qui nous empêchent d'avancer. Donc concrètement, les peurs, il faut en parler.
À partir du moment où elle commence à être regardée en face, et on peut finalement eh bien, y voir des solutions possibles et donc être rassuré Oui, par rapport à ce qu'elles viennent soulever. Sur le sujet des enfants, c'est vraiment très très important qu'un couple ne se sacrifie pas dans l'intérêt de l'enfant. Euh, j'ai 20 ans d'expérience dans le domaine de la psychothérapie et j'ai eu l'occasion eh bien, de voir il y a 20 ans des enfants qui maintenant sont adultes et j'ai beaucoup entendu dans ce retour d'expérience et cette maturité que j'ai pu, à laquelle j'ai pu être témoin, eh bien, des enfants devenus maintenant adultes qui me disaient, mais mon Dieu, j'aurais tout donné pour que mes parents se séparent. Ils sont restés pour moi et qu'est-ce que j'en ai souffert? J'ai l'impression que c'est de ma faute s'ils ont été autant malheureux. Voilà, donc avec la maturité d'adulte, hein, capable d'exprimer voilà ce ressenti d'enfant et enfin rester ensemble dans l'intérêt d'un enfant, c'est se fourvoyer. Parce que vraiment, ça met une responsabilité sur les épaules de l'enfant absolument terrible, responsabilité qui est du registre de la culpabilité. C'est rendre l'enfant coupable du malheur de ses parents. Donc, c'est souvent un argument qui est mis en avant pour rationaliser l'évitement du processus de deuil, l'évitement de la séparation. En tout cas, s'il y a des peurs, il faut les identifier, il faut en parler, mais surtout, ne donnez pas le poids des responsabilités aux enfants de votre non-séparation, parce que c'est absolument destructeur pour un enfant, c'est terrible. OK. Donc, assumez vos responsabilités si toutefois vos peurs vous empêchent de franchir le pas. Ouais, et puis il y a toujours bien sûr, hein, la possibilité de se séparer, les conséquences financières qui font que quelquefois on n'a pas la possibilité dans le maintenant, mais de garder tout ça à l'esprit, ça permet aussi, bah, d'aller chercher d'autres solutions pour faire évoluer, la situation et au final, en effet, être 2 parents, sereins, même séparés, plutôt que totalement, abîmés, mais ensemble. Et pour les couples qui ne sont, bah, Oui, tout à fait. que un couple conjugal qui n'ont pas d'enfants, si on décide de se séparer, le lien va se terminer peut-être de manière un peu plus définitive que quand il y a un enfant. Comment on fait pour ne pas abîmer la valeur de ce qu'on a vécu? Comment faire les choses bien, en fait, quand on se sépare? Il faut y mettre du sens. C'est important d'y mettre du sens et de ne pas avoir d'attitude visant à annuler le passé. Il faut vraiment inscrire les choses dans une histoire qui a une évolution, quelque chose qui a été heureux à un moment donné, et des choses se sont passées, simplement le temps aussi qui passe, les personnes qui évoluent, qui ont des attentes, des aspirations aussi qui évoluent et qui sont différentes, et qui fait que ce qui rendait heureux auparavant n'a plus cette fonction-là avec le temps. Donc, c'est dans le processus de deuil, l'acceptation, c'est accepter cela aussi. Accepter, eh bien, une histoire qui aura évolué. OK. C'est très beau et pour finir, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des personnes, bah, qui vivent, qui traversent ou qui, se décident, peut-être aussi avec cette vidéo, ce que tu partages, d'aller vers une séparation? Comment on traverse cette phase qui est une véritable déconstruction, hein, de quelque chose qu'on vit au quotidien, qui nous a nourris, sur lequel quelquefois on a créé une partie de son identité? Comment on traverse ça pour se reconstruire? Qu'est-ce qui va nous aider à rester solides? Alors, on revient au fondamental, ça s'appelle l'amour. On parlait tout à l'heure de l'amour de l'autre, hein. Bien sûr, dans la décision de se séparer, il va falloir se questionner: «Est-ce que j'aime l'autre?» Avec la définition que l'on a vue tout à l'heure, hein, clairement, tel qu'il est, est-ce que je l'aime? Voilà. Ou est-ce que j'attends qu'il change et cetera? Donc ça sous-entend que là, j'aime une représentation que je m'en fais, mais non pas la personne qu'il est réellement. Donc l'amour de l'autre, mais
Ça vient également questionner quelque chose de très, très important, c'est l'amour de soi. Et pour se reconstruire, ça va être l'amour de soi qui va être au centre de nos questions. Dans la décision de séparation également, l'amour de soi, donc ça veut dire, c'est exactement la même chose que l'on réservait à l'autre, on va se le réserver à soi-même. C'est-à-dire se connaître soi-même, avoir une conscience de nos qualités, de nos défauts, accepter l'existence de tous ces éléments qui nous composent en tant qu'unité. C'est notre singularité, c'est ce qui fait notre personne. Donc on les accepte, ces éléments, et d'une certaine manière, eh bien, on ressent une forme de fierté. Voilà, de fierté pour ce que nous sommes. S'aimer soi-même. Là, on parle de l'estime de soi. La perception que l'on se réserve à soi-même, la manière dont on se perçoit et l'amour que l'on se réserve à soi-même. Hein, clairement, c'est l'estime de soi. Par amour pour moi-même, eh bien, qu'est-ce que je souhaite pour l'avenir avec cette liberté sentimentale qui sera la mienne dorénavant? Eh bien, qu'est-ce que je souhaite pour l'avenir? Donc, pour se reconstruire, c'est important de se resituer au centre de ses préoccupations, de faire un travail d'introspection, de se questionner sur soi-même, peut-être avant la relation, peut-être des ambitions qui étaient là et qui ont été oubliées, qui ont été un peu mises sous le tapis, et bien qu'on va dépoussiérer parce qu'elles sont peut-être toujours importantes aujourd'hui. Voilà, on va se recentrer sur soi, ce qui est important pour soi, et on va aller dans cette direction en voyant où est-ce qu'elle nous amène, et peut-être à la rencontre, eh bien, d'un nouvel amour. Bah, Audrey, merci beaucoup pour cet échange. C'est tout ce qu'on souhaite, aux personnes qui peut-être sont en souffrance aujourd'hui à l'idée de reconsidérer ça, leur relation, qui se disent un nouvel amour, non, c'est pas possible. Mais je suis sûre que cet échange va donner de nombreuses personnes ou au moins de nombreuses réponses aux personnes qui nous écoutent, ou les amener à se poser les bonnes questions, même si quelquefois c'est compliqué. Et puis on en a parlé, hein, tu accompagnes, au quotidien depuis 20 ans des couples, des individus, des familles en chemin vers, le mieux-être. Il est possible de se faire accompagner par toi à Marseille. Est-ce que tu opères aussi en distanciel? Oui, Oui, bien sûr, voilà, donc vous pouvez prendre présentiel, distanciel. On a super, été bien sensibilisés justement, au distanciel, on a dû s'adapter bien sûr comme tous, et que ça soit le domaine de la thérapie, eh bien, est tout à fait approprié, au distanciel. Ça se fait, de la même manière que la formation aussi bien en sûr. distanciel. Oui, bien sûr, parce que vous pouvez aussi vous former auprès d'Audrey, qui a créé le centre de formation à la psychologie et à la psychothérapie, entièrement en distanciel, ce qui permet de s'adapter si on a un emploi du temps, particulièrement, complet. Ça s'appelle le CRESP. Tu as rassemblé plusieurs experts de la formation, des médecins, des docteurs, toi-même en tant que psychologue et vous formez des élèves pour devenir psychopraticiens, thérapeutes de couple, hypnothérapeutes, voilà. On va vous mettre tous ces liens dans la description pour que vous puissiez retrouver Audrey. Je te remercie à nouveau d'être venue aujourd'hui. Vous qui nous Merci écoutez, Lily, qui nous merci. regardez, vous avez aimé cet entretien, ça a évoqué des choses chez vous, bah, dites-le nous. Mettez-nous un commentaire, un like, partagez à vos proches. Quelquefois, bah, l'information, elle va venir de nos proches, des gens qui nous aiment, et ça va nous faire du bien. Donc n'hésitez pas, si cette vidéo vous a parlé, qu'elle vous fait penser à quelqu'un. C'est votre soutien qui nous permet de continuer. On vous embrasse, on vous dit à très vite. Merci beaucoup, Audrey. Merci à toi. Au revoir.